the scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Donc vous êtes ici pour un cours d'électromagnétisme, FIS 301, qui est la suite thématique de ce que vous a fait Damir, électrostatique et magnétostatique. Alors, je suis conscient que ce que vous avez fait Damir, c'est encore un peu frais. Il y a des choses que probablement pour l'instant vous sont passées à côté, c'est normal, c'est un peu compliqué, mais vous aurez le temps de voir tout ça. Dans une certaine mesure, ce qu'on va faire ensemble, c'est quand même assez indépendant finalement de ce qu'a fait Damir. On va parler nous aussi de champ électrique, de champ magnétique, mais on va le faire de manière assez différente, avec un formalisme qui n'est pas tout à fait le même, et l'objectif, ça va pas être le même tout à fait non plus. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va faire pendant ce cours-là? Électromagnétisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vas-y. Si, c'est une connerie, mais dis-la fort. Non? Ok, ça c'est un des bouts du mot, d'accord. L'autre, il y a électro. Et qu'est-ce que tu en dis de lui? Mais alors, ça, du coup, si on décompose l'électromagnétisme en électro quelque chose et magnéto quelque chose, ça va ressembler à ce qu'a fait Damir finalement. Damir, ça s'appelle électrostatique et magnétostatique. Est-ce que vous savez ce qui va être différent, nous, ce qu'on va faire dans ce cours, qui est différent de ce qu'a fait Damir? Effectivement, donc on va sortir du cadre statique, c'est-à-dire on va considérer des situations dans lesquelles les charges peuvent être en mouvement et dans lesquelles les courants électriques peuvent être variables. On va en reparler tout à l'heure, mais vous, ce que vous avez vu, c'est que la source des champs électrostatiques, ce sont les charges électriques. Et nous, on va voir qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont plus généraux que ça. On peut avoir existence de champs électriques qui sont dus à autre chose que des charges électriques, par exemple à la variation d'un champ magnétique. On va voir que si on a un champ magnétique variable quelque part, on peut avoir apparition d'un champ électrique. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Quand on y pense, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous faites l'expérience suivante. Vous prenez une lampe, vous prenez un fil. Vous ne prenez pas de pile, juste un fil et une lampe. Vous branchez un bout du fil à un plot de la lampe, vous faites une petite boucle, vous branchez l'autre bout du fil à l'autre bout de la lampe. Il ne va pas se passer grand chose a priori, hein. Ça se saurait si on pouvait mettre une lampe comme ça. Bon. Vous avez votre fil ici qui fait une petite boucle et puis l'ampoule là. Vous prenez un aimant, vous secouez l'aimant comme ça près de la boucle, la lampe va s'allumer. C'est pas un effet exotique, hein. Je vous mettrai une vidéo là sur le film, on trouve sur internet plein de vidéos comme ça, c'est vraiment simple à faire. Vous approchez un aimant d'un simple fil, il y a un courant qui passe dedans et qui peut alimenter une lampe. Ça c'est un effet, ça ne devrait pas vous étonner non plus, hein. C'est le principe des générateurs par exemple, on fait de l'électricité. Quand on a une turbine qu'on met en mouvement et qu'il y a de l'électricité qui sort, c'est exactement ça. Sur les pales de la turbine vous avez des aimants qu'on fait passer devant des boucles de courant, des boucles de fils comme ça, et le courant créé dans la boucle, il est amené à l'extérieur et ça sert à l'énergie électrique. Ça, ce phénomène-là, il n'est pas du tout pris en compte dans ce que vous a présenté Damir. Ça sort du cadre de l'électrostatique. On verra aussi de la même façon, un petit peu plus tard dans le cours, que quand on a un champ électrique qui varie, ça peut aussi faire un champ magnétique. Donc si vous voulez faire bouger une boussole, vous pouvez certes approcher un aimant, la boussole elle va s'aligner, mais vous pouvez aussi prendre un circuit qui est fixe et puis faire varier le courant dedans. Vous avez un potentiomètre, vous faites tourner comme ça, la boussole elle va du coup s'orienter, il y a un champ magnétique qui va être créé par ça. Donc c'est ces effets-là qu'on va voir ensemble. Il y a vraiment beaucoup d'applications de ces phénomènes-là. Il y a un autre phénomène, il y a un phénomène qui dans la vie de tous les jours est vraiment super important et qui est lié à l'électromagnétisme, c'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Je viens de vous dire qu'en faisant varier un champ magnétique, on avait un champ électrique qui était créé. En faisant varier un champ électrique, on avait un champ magnétique qui était créé. Du coup, imaginez la situation suivante. Vous prenez une charge électrique, un électron. Vous avez tout ça dans votre poche. Tac, vous prenez l'électron, vous le secouez. Quand vous faites ça, vous secouez l'électron, vous faites autour un champ électrique qui est variable. Comme vous changez la position de l'électron, en chaque point, le champ électrique varie au cours du temps. Ce champ électrique variable crée autour de lui un champ magnétique qui est aussi variable. Ce champ magnétique variable crée autour de lui un champ électrique qui est aussi variable, etc. En fait, vous avez chaque champ qui en crée un autre, de proche en proche. Ça fait une perturbation qui se propage très vite, à la vitesse de la lumière, et pour cause, la lumière, c'est précisément ce que je suis en train de vous dire là. La lumière, c'est une onde électromagnétique. La lumière, c'est comme ça que c'est produit. Vous avez quelque part des charges qui sont mises en mouvement, et vous avez des champs magnétiques qui créent des champs électriques, qui créent des champs magnétiques, etc.
Et donc une partie de ce qu'on va faire dans ce cours-là, c'est d'étudier les ondes électromagnétiques, leurs propriétés. En particulier, on va voir comment les propriétés des ondes électromagnétiques se déduisent des équations d'électromagnétisme qu'on va écrire ici. Et pour finir sur cette introduction un peu générale, est-ce que vous avez en tête des noms de savants qui sont liés à ça, à l'électromagnétisme? Laplace, ok, il a fait des choses effectivement. Lorentz. Faraday, alors Faraday c'est certainement celui parmi ceux que vous avez dit qui est le plus pertinent, les autres le sont aussi, mais Faraday il a vraiment découvert plein de trucs de ce que je suis en train de vous raconter là. Okay, mais il y en a un autre, Maxwell. Donc quand vous sortirez de ce cours, il y aura une chose qu'il faudra connaître, ça s'appelle les équations de Maxwell, il n'y en a que 4. Ça fait intervenir des bêtes compliquées qu'on va dompter aujourd'hui ensemble, ça s'appelle le divergence et le rotationnel. Et voilà. Alors précisément, le cours d'aujourd'hui, il peut être un petit peu impressionnant. Vous allez peut-être être dérouté. Et honnêtement, faites-moi confiance, il n'y a rien de ce qu'on va faire aujourd'hui qui est compliqué. Ce qui va vous dérouter, c'est qu'on va parler de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais introduire tout un tas d'outils mathématiques que peut-être vous ne connaissez pas, ou si vous le connaissez, ils vous ont peut-être fait peur. Mais honnêtement, vous allez voir que la manière dont on les utilise, il n'y aura vraiment aucune raison d'avoir peur de ça. Je vais introduire à un moment la divergence d'un champ de vecteurs. Déjà, rien que le mot, ça fait peur. Bon, mais vous allez voir que la divergence d'un champ de vecteurs, c'est quelque chose qui est défini très simplement, qui se calcule dans la plupart des cas très simplement. Il suffit de le faire méthodiquement, il n'y a pas de souci. Le rotationnel, c'est pareil. Et ce qui va être un peu difficile dans ce cours-là, dans ce premier cours, juste aujourd'hui, c'est qu'on va les aligner, ces trucs-là. C'est poum, la divergence, poum, une propriété de la divergence, poum, le rotationnel, elle va être comme ça, et poum, il y aura une propriété de rotationnel. Mais honnêtement, non mais accrochez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Hein. Bon, je mets à votre disposition aussi sur la page Moodle du cours, sur laquelle d'ailleurs je vous incite à vous inscrire. Sur la page Moodle du cours de FIS 301, vous avez des petites feuilles d'exercices auto-corrigés qui sont vraiment simples aussi. Vous avez une dizaine d'exercices, si vous en faites un par jour, ça vous prend, allez, 3 minutes, 4 minutes. Vraiment, allez, on va dire 5. 5 minutes par exercice, vous passez 5 minutes par jour, dans 2 semaines, vous êtes des pros de la divergence et du rotationnel. Mais vraiment, hein, je n'exagère pas. Donc, je vous invite à faire cet effort-là, c'est pas compliqué et ça va vous servir. Alors, chapitre 1. Retour sur sur le champ électrique et le champ magnétique. C'est nul comme titre, c'est super trop long. On va faire un autre titre. On commence. Et là je coupe parce que pour la caméra je vais couper puis faire comme si c'était la première fois. Chapitre 1. Voilà, si vous rigolez, du coup on ne comprend pas. Chapitre 1. Électricité et magnétisme. Loi locale. Et on va commencer par la première partie, champ électrique. Alors attention, je vais vous demander un exercice extrêmement délicat, qui va être un exercice de mémoire, pour vous souvenir de ce que vous avez fait avec Damien. Est-ce que quelqu'un peut, en 30 secondes, 1 minute, me faire ce résumé de ce que vous avez vu avec Damir qui concerne le champ électrique? 30 secondes de trucs intéressants qui portent sur ce sujet-là. Qui veut essayer de se lancer? Ok, on va réduire l'objectif. Une phrase intéressante qui contient le mot champ électrique. Allez, c'est quoi le champ électrique? C'est votre petite sœur qui vous demande, ouais, t'es à la fac, toi, c'est quoi le champ électrique? Vas-y, qu'est-ce que tu dis à ta petite sœur? T'as pas de petite sœur, je m'en fous. Retourne te coucher. Là. Non, sérieux, allez-y. Vas-y, je t'écoute. Et à la Formule 1, pourquoi pas une Formule? Alors ta petite sœur, elle va pas aimer, mais moi je m'en fous, vas-y, une Formule, ça me va. Alors j'écris, on va voir ce que Q sur 4 pi 0. Fois. Ah ouais.
Là, tu es en train d'essayer de me donner l'expression du champ électrique, hein, c'est ça? C'est ça que tu veux faire, hein? Oui, oui, pourquoi pas? Bon, alors, plutôt que de la deviner, je vais la réécrire tout à l'heure. On garde en tête, il y a une formule qui va donner le champ électrique, mais moi je voudrais savoir ce que c'est, en fait, avant de donner une formule. Est-ce qu'il y a un champ électrique dans la pièce en ce moment-là? Oui. Oui? Comment vous pouvez en être sûr? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience qui mette en évidence qu'il y a un champ électrique? On met un chat et il charge. Un chat, ça peut charger jusqu'à 50 000 volts. D'accord. Alors, vous n'avez pas de chat sous la main. Je pense que vous avez vu un dispositif plus... Oui, alors effectivement, si on prend une charge électrique, si tu veux, on prend un chat chargé, ça me va aussi. On prend un truc chargé, un objet qui a une charge électrique, en présence d'un champ électrique, il va se mettre en mouvement. Un champ électrique, c'est quelque chose qui met en mouvement les charges électriques. Voilà, c'est vraiment ça. Vous l'avez vu, ça, dans un premier temps, sous une forme qui ne faisait pas introduire le champ électrique. Et d'ailleurs, quand on dit aux gens, quand on parle d'électrostatique aux gens sans vouloir prononcer des gros mots, on ne leur dit pas ça. On leur dit, les charges, eh ben, elles se repoussent ou elles s'attirent. C'est ça qu'on dit aux gens. Hein. Donc, ce que vous avez vu dans le cours d'électrostatique, vous avez probablement commencé par écrire la force de Coulomb, qui est la formule suivante. Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0. Là, on en vient à ce que vous voulez commencer à écrire. Fois R carré, U, et je vais écrire ça comme ça. La force de 2 sur 1, et je vais dire tout de suite que sur 2 et 1, on va imaginer qu'on a deux charges. On a une charge 1 qui est ici, Q1, une charge Q2 qui est ici, et ce que j'ai écrit ici, force de 2 sur 1, c'est la force que subit la charge Q1 du fait de la présence de la charge Q2. Et ce que j'ai appelé ici U de 2 vers 1, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé dans le sens allant de 2 vers 1, c'est-à-dire par là-bas. Et lui, il est unitaire. Ça veut dire quoi, unitaire, déjà? Sa norme vaut 1. Okay. Ça, c'est la force de Coulomb. Et ça vous dit, par exemple, que si Q1 et Q2 ont le même signe, ça vous dit ici que ça, c'est positif. Et du coup, la force, elle est dirigée suivant U de 1, donc elle est par là-bas. La charge Q1 est effectivement repoussée par Q2. Si Q1 et Q2 ont des signes opposés, cette quantité est négative, et du coup la force est opposée à I de 1, donc elle est par là-bas, et les charges s'attirent l'une l'autre. Bon. Une fois qu'on a écrit ça, on peut s'amuser à faire quelque chose de plus compliqué, et à prendre non pas deux charges, mais j'en prends plein. Q3, Q4, Q5 qui serait là. Et vous avez vu que ces forces ici ont une propriété remarquable. C'est que la force totale agissant sur 1, je vais l'écrire comme ça, F tot sur 1, c'est égal à la somme des forces qui sont ici, somme de Q1, et je vais appeler ça Qn, avec n supérieur à 1, donc ça c'est un indice qui va de 2 ici à 5, mais il y en a autant qu'il y a de charge, sur 4 pi epsilon 0, Rn au carré, où Rn c'est la distance entre la charge 1 et la charge n qu'on est en train de considérer. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le R qui est ici, c'est la distance entre les deux charges. Et fois U de n vers 1. Donc on a cette somme ici vectorielle à faire pour trouver la force totale qui agit sur 1. Si je veux le faire ici, il faudrait prendre donc, la force due à 2 ici, elle est suivant ce vecteur-là, et puis je multiplie ça par un nombre qui est donné par la quantité qui est ici. Donc la charge Q2, elle est assez loin, ça va faire une force qui est petite. La force due à Q4 ici, si elles ont le même signe, elle est dirigée suivant par là-bas, et elle est plus importante que celle-là parce que Q4 est plus proche. Celle qui est ici, elle est un peu intermédiaire, elle est comme ça. Voilà, et on ferait ça pour toutes les charges. Q5, ça serait comme ça. Ça, c'est les différentes forces dues à chacune des charges, et il faudrait ajouter ces 4 vecteurs-là, et ça donnerait la force totale. Le truc remarquable dans cette expression-là, c'est que je peux mettre Q1 en facteur. Ça a l'air de rien, ça. Vous allez voir que ça joue un rôle important. Si je sors Q1, on s'aperçoit que la force subie par 1, en fait, je peux calculer une bonne fois pour toutes la force que subirait n'importe quelle charge que je mets ici, en calculant la quantité qui est ici. Ça ne dépend pas de Q1, ça ne dépend pas de la charge que je vais aller mettre ici. C'est ça qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique ici, c'est une quantité qui nous dit la force que subirait une charge si on la place à cet endroit-là, en multipliant ici par Q1. Donc le champ E ici, c'est une propriété qui est due à toutes les charges qui sont présentes dans le milieu et qui vous indique la force que subirait une charge Q1 si on la plaçait à cet endroit-là. Et la force du coup que subit 1, elle est donnée par
Q1 fois E. Ça, c'est la définition du champ électrique, en fait. C'est une force par unité de charge. Pour calculer le champ E ici, vous avez la formule qui est ici, du coup, donc ça c'est une manière de faire. Si vous avez un certain nombre discret de charges, vous avez 5 charges par exemple, vous calculez cette quantité-là, et ça vous pouvez calculer cette quantité-là pour tous les points de l'espace. C'est-à-dire que je peux calculer pour tous les points de l'espace ici, en ce point-là par exemple, j'ai les forces qui sont données par les vecteurs jaunes ici. Si j'avais mis la charge Q1 ailleurs, chacun des petits vecteurs ici aurait été orienté différemment, aurait une longueur différente, mais je peux faire le calcul comme ça dans tout l'espace. La quantité qui est ici, je peux la calculer partout. Ça a une valeur en tout point de l'espace. Je peux le noter E de R. Comment on appelle des quantités comme ça qui peuvent prendre des valeurs partout dans l'espace? Ça s'appelle un champ. Donc là, il n'y a rien à comprendre. Hein. Voilà, on appelle ça comme ça, un champ de vecteurs. Ici, c'est un ensemble de vecteurs qui ont une valeur. Voilà, il y a une valeur pour chaque point de l'espace. Je peux le calculer là, 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 un peu partout. Voilà, ça se fait. Qu'est-ce que vous connaissez comme champ vectoriel? Le champ électrique, c'est un peu abstrait pour vous. Par exemple, quand vous regardez une carte, quand vous regardez la météo le soir à la télé, là, vous avez des cartes, vous avez un champ de vecteurs qui vous est présenté tout le temps, quasiment, c'est le vent. Alors, moi, je ne regarde pas la météo à la télé, mais je ne sais même pas si c'est vrai en fait. Mais parfois, quand on regarde la météo ou moi dans le journal, vous avez des cartes avec du vent, et à chaque point, vous avez une petite flèche qui vous indique la direction où va être le vent. Ben voilà, le vent, c'est un champ vectoriel. C'est la vitesse de chaque point de l'atmosphère à un instant donné. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme vecteur qui ne soit pas un champ? Un vecteur qui est intéressant en physique, mais qui n'est pas un champ. Oui, vas-y. Ben, vecteur unitaire, je peux très bien en mettre un partout dans tout l'espace, ça peut être un champ. La vitesse de quoi? Vous avez dit la vitesse de quoi, c'est ça? Oui. 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 Par exemple, cette craie là, si j'étudie le mouvement de cette craie, en chaque instant, j'ai un vecteur vitesse qui est associé à la craie. Ce vecteur vitesse, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens de dire je vais calculer la vitesse de la craie là. Elle n'est pas là, la craie, elle est là. Donc la vitesse de la craie, c'est un vecteur qui se calcule à un endroit donné seulement, à tout instant. D'accord? Donc ce n'est pas un champ de vecteurs. Ça, c'est plus compliqué que la vitesse d'une particule. C'est quelque chose qui a une valeur partout dans l'espace. On peut faire un petit dessin du champ, le champ électrique qui serait dû à une seule charge électrique, c'est-à-dire, pour une charge électrique, on a la formule qui est ici, hein, F est égal à Q1 fois E. Ça veut dire que le champ électrique, ici, pour une charge, il est simplement donné par ça. Pour une charge, E est donné par ça. Et ce que j'appelle UR ici, ça va être un vecteur radial. Ça, je peux le dessiner je peux en faire un dessin. Si j'ai l'origine qui est ici, ben ça c'est un vecteur qui est radial. Donc si je dessine à toutes les positions, il semble venir du coup, j'essaie de dessiner pas assez proprement. Voilà, la longueur ne dépend que de R. Je peux en dessiner partout, je ne peux pas en dessiner trop non plus, mais en gros c'est un tampon, hein, c'est un gros tampon. Donc là, j'ai dessiné juste les valeurs sur un cercle de rayon donné. Sur ce cercle de R donné, la norme de E est la même partout, ça dépend que de R ici. Donc tous les points qui sont à la même distance du centre ont la même norme pour E, donc les vecteurs ont la même longueur et ils sont orientés différemment. Si je voulais tracer maintenant le champ E à un endroit plus proche ici, ce serait aussi radial, mais R est plus petit, donc la norme est plus grande. Donc j'aurai des vecteurs ici qui sont plus grands. Donc j'aurai ici un autre tampon à l'intérieur avec des poils plus grands. Et ils ont tous aussi la même longueur entre eux. Ceux-là, ils ont tous la même longueur, ceux-là, ils ont tous la même longueur mais plus petite, etc. On peut tracer comme ça en tout point le vecteur E, c'est ça un champ de vecteurs. Donc vous, quand vous avez, avec Damir, calculé des champs électriques, vous avez utilisé plusieurs choses, vous avez passé par le théorème de Gauss, vous avez aussi utilisé cette expression-là. Nous, on va prendre une approche qui est complètement différente et qui peut se généraliser au cas où les sources de champs électriques, ce ne sont pas seulement des charges comme ici, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des champs magnétiques variables. Et donc pour ça, il faut introduire un outil mathématique un petit peu plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Petit 2, première loi locale, divergence.
tout à l'heure, vous avez fait la grimace quand j'ai prononcé le mot divergence. Vous l'avez déjà rencontré, ça? En maths, hein. D'accord, mais jamais en physique encore. Alors, encore une fois, restez avec moi. Hein, il ne va rien y avoir de compliqué ici. En fait, je vais vous donner une définition. Définition, c'est le plus cool, hein, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste une quantité qui est peut-être un peu compliquée. On lui donne un nom pour en parler plus facilement. Voilà. Ben, une quantité de ce type-là, ce qu'on appelle la divergence d'un champ de vecteurs. Donc le V qui est ici, ça va être un champ de vecteurs. Un vecteur qui a une valeur différente, enfin, une valeur en chaque point de l'espace. C'est un nombre qui est défini de la manière suivante. On prend les trois composantes du vecteur, on les dérive chacune par rapport à une coordonnée. Donc, Vx, on la dérive par rapport à x, Vy par rapport à y, et Vz par rapport à z, et on ajoute ces trois trucs-là. Ça s'appelle la divergence. Point. Encore une fois, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est une définition. Exercice bête. Bah, je vais prendre un champ de vecteur V qui a pour coordonnées 3xy, 3xz et y carré z. Calculez la divergence de ce vecteur. Vous avez 30 secondes. Juste pour m'assurer que vous avez compris ce que sont les différents termes de l'expression qui est ici. Allez-y, faites-le, hein, faites-le sur votre feuille. Calculez cette divergence. Alors, c'est parti. Vx, c'est lui. On le dérive par rapport à x, ça fait 3y. Lui, on le dérive par rapport à y. 0, c'est plus. Et lui, on le dérive par rapport à z, plus y2. Voilà, la divergence de ce vecteur, votre reste. Point, on n'en parle plus, vous savez faire. Okay. Pourquoi est-ce que j'introduis cette divergence? Eh bien, pour introduire ça, on va faire un exercice qui n'est pas bête cette fois-ci. On va calculer la divergence pour une quantité intéressante physiquement. Vous allez maintenant calculer la divergence d'un autre champ de vecteurs qui est V est égal à UR sur R carré, où, attention, UR c'est donc le vecteur unitaire radial, R c'est la distance qui sépare le point qu'on entend considérer de l'origine. Donc je vous demande la divergence de ce vecteur-là. Alors, attention, la divergence je vais donner ici en coordonnées cartésiennes. On va absolument nous se limiter à ça dans le cours ici. J'ai pas envie de passer par des systèmes de coordonnées plus compliqués, d'introduire une autre difficulté. Tout se fait très bien avec ça. Et donc, ce que je vous demande de faire ici, c'est d'exprimer les coordonnées de ce vecteur-là en coordonnées cartésiennes. Donc, je voudrais que vous m'écriviez ici Vx est égal à, avec là-dedans des trucs qui dépendent de x, y, z. Pareil pour Vy, pareil pour Vz. Et une fois que vous aurez ces trois quantités-là, ça sera facile de calculer ça. Donc calculez Vx, Vy, Vz pour le champ de vecteur qui est ici. On va faire un petit dessin. Stop. UR, c'est un vecteur qui est unitaire et qui pointe toujours vers l'extérieur. Si vous voulez commencer par facile, vous pouvez exprimer R en fonction de x, y, z. Ensuite, pour UR, il va falloir peut-être vous donner quand même un indice. Je vous rappelle que UR, on peut aussi l'écrire R sur R. Si je prends le vecteur radial R et que je divise par R, ça c'est bien un vecteur unitaire, sa norme ça vaut 1, et ça pointe bien dans la direction qui est indiquée ici. Sous cette forme-là, c'est vraiment super simple en fait. Hein. Donc, une fois que vous avez compris ce que c'est que ça, et que vous avez exprimé R en fonction de x, y, z, normalement c'est fini. On est en 3 dimensions ici, on regarde bien, on va compter ensemble. Attends, 1, 2, 3. Écrivez vraiment en fonction de x, y, z. Hein. Allez. En fait, vous allez être surpris tellement c'est facile, je pense. C'est quoi les coordonnées du vecteur R en coordonnées cartésiennes? X, Y, Z. Vous êtes tous d'accord avec ça? J'espère. C'est vrai, hein? Les coordonnées du vecteur R, c'est X, Y, Z. C'est même des définitions des coordonnées cartésiennes du vecteur position. C'est quoi la longueur R maintenant?
Racine de, j'aurais dû l'écrire encore plus petit. x2 plus y2 plus z2. Bon, bah c'est parti. Ici, on veut, nous, ce qu'on veut, c'est UR divisé par R carré. Donc, c'est ça divisé par R carré. Donc, c'est R sur R cube. C'est parti. Les coordonnées, c'est la coordonnée de R, c'est-à-dire X, divisé par R cube, c'est-à-dire X2 plus Y2 plus Z2, à la puissance quoi 3 demi. 3 demi. On a ici R2 et là R, ça fait R3. Ça, c'est un demi, donc 3 demi. Pour Y, VY, quelle est la coordonnée de Y de V? Voilà, je remplace simplement X par Y et le dénominateur c'est le même. Attention, la question qui tue pour Z. Je remplace Y par Z. X2 plus Y2 plus Z2. Un peu de place ici. Voilà les coordonnées de V. Je vous demande la divergence de V. Donc maintenant qu'on a cette expression, au moins en principe, c'est vraiment facile de calculer la divergence. Il suffit de, avec des guillemets, dériver ça par rapport à X. Là vous pleurez, mais ne pleurez pas, ça va bien se passer. On dérive ça par rapport à Y, on dérive ça par rapport à Z, et on ajoute les trois trucs qu'on trouve. Vous allez voir que ça va se faire très bien. Honnêtement, il suffit d'écrire calmement les choses. Hein. Donc faites-le, calculez la dérivée de lui par rapport à X. Déjà. Et alors, on n'a pas tous les mêmes manières de calculer et on ne trouve pas tous les mêmes choses faciles ou difficiles. Moi j'ai un peu plus de mal à diviser une fraction comme ça. Pour dériver ça, ce que je fais, c'est que je l'écris sous la forme x fois x2 plus y2 plus z2 à la puissance moins 3 demi. Moi j'arrive mieux à dériver ça sans me tromper que ça. Vous faites comme vous voulez après, c'est juste que moi je vais le faire comme ça parce que je trouve ça plus facile. Parce que là j'ai juste un produit à dériver et ça je sais faire. Et un terme et une certaine puissance, je sais aussi calculer facilement à dériver. Allez-y. C'est parti. Donc on a un produit ici à dériver. UV, la dérivée de UV c'est U'V fois UV'. Donc je commence par dériver lui et à laisser lui intact, ça c'est la partie facile. Donc je dérive lui, ça fait 1, et l'autre je le laisse, je ne touche pas. Ça fait donc simplement ça. Ensuite, lui, je le laisse intact et je dérive tout ça. J'ai une fonction à une certaine puissance. F puissance alpha, si je dérive, ça fait alpha, F' à la puissance alpha moins 1. Ici, le alpha, c'est moins 3,5. Donc alpha moins 3,5. F', c'est la dérivée de tout ça, c'est la dérivée de tout ça par rapport à x, donc c'est 2x. Et ensuite, f à la puissance alpha moins 1, f c'est x2 plus y2 plus z2, à la puissance moins 3 demi moins 1, c'est-à-dire moins 5 demi. Voilà, voilà ce que donne le calcul. Et je vais l'écrire d'une manière beaucoup plus simple à partir de là. Qu'est-ce que c'est que la quantité qui est dans la parenthèse ici? Ça c'est r carré. R carré à la puissance moins 3 demi, ça fait r à la puissance moins 3, ça tout simplement. D'accord? Plus. Alors attention, le plus, il y a un moins qui est ici, donc ça fait moins. Le 2 qui est là, je vais le simplifier avec le 2 qui est ici. Et il reste moins 3x2. Et ça, c'est r à la puissance moins 5. Donc vous voyez que ça se termine quand même par une expression qui n'est pas non plus complètement imbuvable. Bon. Donc ça, c'est d rond Vx sur d rond x. Si on fait pareil avec y, je ne vais pas refaire le calcul, puisqu'il suffit de remplacer x par y dans l'expression. Ça donne aussi, du coup, le premier terme R-3, et ici, moins 3y2, R à la puissance moins 5. Et si je fais pareil avec d rond Vz sur d rond Z, je remplace le y par Z. J'obtiens ça. Une fois qu'on a fait le calcul une fois, les deux autres s'en déduisent vraiment immédiatement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire la somme de ces trois quantités. La divergence de V, c'est la somme de ces trois quantités-là. Le premier terme ici, je vais l'écrire là-bas quand même. C'est quasiment fini, hein. Il y a une ligne de calcul et on va trouver un résultat vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer. Divergence de V, donc du coup c'est la somme des trois trucs qui sont là. Les trois premiers termes, ces trois-là, ça fait 3 fois R à la puissance moins 3.
Dans ce qui reste, on a moins 3, je peux mettre R à la puissance moins 5 en facteur. Et quand je mets ça en facteur, il reste x2 plus y2 plus z2. C'est bien ça, hein? Parce que ça fait quoi? R carré. Oh, bah, R puissance moins 5 fois R carré, ça fait R moins 3. 3R moins 3 moins 3R moins 3, ça fait 0. Donc cette quantité ici, la divergence de V, fait 0. Donc ça, c'est vraiment une propriété remarquable. Je vais l'écrire en remplaçant V par ce que ça vaut. La divergence de UR sur R au carré, ça vaut 0. Alors c'est une propriété mathématique un petit peu étonnante de cette fonction-là. Voilà. Si vous mettez ici R3 ou R1, ça ne marche pas. C'est vraiment cette puissance-là ici seulement qui marche. Je vais un petit peu vite sur la suite du calcul, mais vous le reprendrez chez vous, il n'y a vraiment pas de difficulté. Est-ce que cette quantité-là, le champ dont on vient de calculer la divergence UR sur R carré, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ça devrait. On l'a écrit tout à l'heure. Elle intervient dans le champ électrique. Elle intervient dans la force de Coulomb, effectivement, et dans le champ électrique. Dans le champ électrique créé par une charge, vous vous rappelez qu'on avait E qui était donné par Q sur 4 pi epsilon 0, UR sur R2. Mieux sur R2. Ça vous dit que la divergence de E, c'est la divergence de tout ça. Là, le fait que ce facteur numérique, si vous calculez la divergence de tout ça, ce facteur numérique va être en facteur de tous les termes qu'on a écrits, donc ça va un peu compliqué, mais il va être en facteur de tout. Il va être ici, il va être là, donc il va aussi, les deux termes qu'on va obtenir vont aussi se simplifier. Et on trouve aussi, ça nous dit que la divergence de E est égale à 0 pour une charge ponctuelle, quand on a un champ électrique créé par une charge ponctuelle. Alors attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire ici. Tout le calcul qui est ici est valable si R n'est pas nul. Vous voyez bien que dans toutes les expressions qu'on a obtenues ici, si R est égal à 0, ça part en sucette de partout. Ça, je ne peux pas l'écrire. D'accord? Même le terme de départ, même ça, là, ce dont je veux calculer la divergence, en R égale à 0, UR n'est pas bien défini, on ne sait pas dans quelle direction ça pointe, et puis 1 sur R carré, c'est infini. Donc ce que l'on vient de faire ici, c'est valable partout en dehors de la charge elle-même. Pour une charge ponctuelle, et sauf à l'endroit où se trouve précisément la charge, la divergence de E vaut 0. Il se trouve que quand on veut maintenant exprimer et calculer la divergence de E pour des distributions de charges un petit peu plus compliquées, et c'est là où c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà vu, on a une loi plus générale que ça. Là, je ne vais pas la démontrer du tout, cette loi, mais je vais simplement vous l'énoncer. Cette loi s'écrit divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, où ρ est la charge volumique. Donc, cette dimension, c'était des coulombs par mètre cube. C'est-à-dire que si dans un milieu, à un endroit donné, vous avez une certaine densité de charge, vous avez 3 coulombs par mètre cube, là, une charge qui est un peu diffuse, la divergence de E ne sera plus nulle. Si vous avez une charge qui est là, ça c'est une charge électrique, paf, et vous calculez la divergence de E ici, à l'endroit où vous calculez la charge, vous calculez le champ, il n'y a pas de charge électrique, elle est là la charge. Donc ici, ρ vaut 0, et donc on retrouve bien le résultat qui est ici, le résultat qui est écrit dans le cas particulier là, on retrouve bien que la divergence de E est égale à 0. Ben voilà, de manière plus générale, on peut écrire que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et t'as shooté dans la caméra, c'est ça? Oh. On recommence tout le cours. Coupé, deuxième. Donc l'expression qui est ici, là, on peut montrer qu'elle est complètement équivalente en fait à celle que vous avez apprise et qui vous donne le champ électrique en fonction de la position des charges. Ça, c'est une équation différentielle. Alors vous ne le voyez peut-être pas, enfin ça saute peut-être pas aux yeux, mais si vous vous rappelez bien, là, ce qu'on appelle divergence de E, c'est des dérivés de E par rapport aux variables d'espace. Donc là, ce terme-là, ce sont des dérivés du premier ordre par rapport aux variables d'espace. Et ça, c'est une équation différentielle sur E.
Les solutions de cette équation différentielle, ce sont celles que vous avez apprises avec Damir dans le cours d'électrostatique. Mais encore une fois, il se trouve que cette expression-là, elle est beaucoup plus simple pour faire beaucoup de calculs. Donc là, pour l'instant, vous n'en êtes pas convaincu, c'est normal, je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous verrez au cours du temps qu'en fait, ça se manipule vraiment très très bien. Ce truc. En particulier, on va commencer par une première application de ça. Ça s'appelle du coup petit 3, théorème de... Alors non, ici c'est pas Gauss, enfin, on va revenir à ça à un moment donné, mais je vais écrire un nom compliqué, donc ne fuyez pas. C'est pas de la faute du gars, il s'est appelé comme ça, c'est ses parents qui ont choisi, d'accord? Mais c'est pas pour ça que le théorème va être compliqué. Green, Ostrogradsky, en fait, vous l'avez déjà vu ça? Un peu? Green, Ostrogradsky. Ce que je vais énoncer ici, c'est un théorème de maths. On n'est pas ici pour faire des maths. Je ne vais pas vous démontrer ce théorème, ça ne m'intéresse pas, et d'ailleurs je ne sais probablement pas faire, d'accord? On s'en fout. Il y a des gens, leur métier c'est de faire des maths, c'est bien d'essayer de comprendre ce qu'ils font, très bien, on fait ça sur son temps libre. Là pour l'instant, moi j'ai confiance, je vais voir les mathématiciens, ils me disent, attention, la divergence satisfait une propriété qui est toujours vraie, et il va m'écrire ce qui est au tableau là. Moi j'essaye simplement de comprendre les symboles qu'il utilise, de voir la relation, et ensuite je vais l'utiliser, d'accord? Donc, j'insiste, mon but, ce n'est pas de démontrer ce qui va suivre ici, mais de comprendre ce que ça veut dire. Je l'écris. Est-ce que quelqu'un, tiens, bah toi, tu peux m'énoncer le théorème de Green-Ostrogradsky, on le discute avec ton voisin? Non? Du tout? Quelqu'un peut? Si vous l'avez vu un peu, vous pouvez l'énoncer un peu, du coup. Vous ne l'avez pas vu du tout. Alors, ça va avoir une forme compliquée. Donc je refais la mise en garde, c'est pas grave. Vous allez voir que finalement ça se comprend assez bien. Ça commence par une intégrale triple sur un volume. Non, restez concentrés. Parce que enfin, si là vous écoutez plus, c'est sûr que vous allez décrocher sur S. Donc je vous dis, ça va pas être si compliqué que ça, mais si vous n'écoutez pas, c'est sûr que ça va bien. Quand on a un champ de vecteur, on calcule la divergence de V, on calcule l'intégrale de ça sur un volume. Donc là déjà vous êtes perdu, mais c'est pas grave. On va y revenir, je l'écris en entier et je décortiquerai petit à petit. Green et Ostrogradsky nous dit que ça c'est égal à une intégrale sur une surface de V scalaire ds. Je vais expliquer maintenant ce que font chacun des termes de ces équations. Traduisons ça en termes de la vie de tous les jours. On va essayer. Soit une patate. Non, sérieux, vous imaginez la patate? La patate, elle délimite un certain volume, délimité par la peau de la patate. Je vais dessiner une patate. Qui a un volume V. Et je vais m'intéresser à un champ vectoriel qui peut être à l'intérieur de la patate. Par exemple, le champ magnétique ou le champ électrique qui traverse la patate. Vous avez ici, vous approchez une charge électrique. Du coup, il y a un certain champ électrique un petit peu partout. Je mets une charge là, il y a un champ là, il y a un champ là, il y a un champ là, il y en a partout, à l'extérieur et à l'intérieur de la patate. J'ai envie de calculer une quantité qui est la divergence du champ de vecteur que j'ai considéré en chaque point de la patate. Je vais dans la patate, j'isole, en fait je vais la couper en petits dés la patate, dans les trois directions. C'est comme des frites mais en 3 dimensions. Ça a certainement un nom d'ailleurs, comment ça s'appelle? Non, les chips c'est plat. Patates sautées. Des patates sautées, voilà. On va faire des patates sautées, merci. Donc, on la découpe en plein de petits cubes, et dans le cube qui est ici, on a le champ vecteur qui passe là-dedans, et je peux très bien calculer à cet endroit-là divergence de V. Voilà, donc je le calcule. J'ai la formule de tout à l'heure, là, si je connais les coordonnées du vecteur qui est ici dans le cube, je peux calculer ses dérivés par rapport aux coordonnées, les ajouter et calculer la divergence. Dans ce petit cube ici, qui a un volume dV, donc ça c'est un volume que je vais appeler dV. Je multiplie la divergence de V par le volume dV pour ce petit cube là. Hop, lui c'est fait. Je l'enlève, j'ai calculé. Je fais pareil pour le petit cube d'à côté. Puis pour le petit cube d'à côté, je calcule pour tous les cubes divergence de V fois le petit volume. C'est ça qu'on appelle une intégrale volumique. La quantité qu'on intègre, c'est divergence de V, et on intègre sur tout le volume, donc on fait précisément la somme de ce qu'on obtient sur tous les petits cubes. L'intégrale qui est ici, c'est ça.
On a dans le volume l'intégrale de divergence de V. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi on a envie de calculer ça. Il se trouve que voilà, ça va être intéressant dans la suite. Bon. Les mathématiciens nous disent, vous n'avez pas besoin de couper la patate. Si vous voulez faire ce calcul-là, l'intégrale volumique, elle est aussi égale à une intégrale surfacique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser simplement à ce qui se passe sur la peau de la patate. On n'a pas besoin d'aller rentrer dedans. Le calcul qu'il faut faire, ce n'est pas tout à fait le même cependant. Il ne faut pas calculer la divergence. Cette fois-ci, donc ce que je vais se dessiner en jaune, ça va être sur la peau de la patate. Je découpe la peau de la patate, cette fois-ci non pas en cube, parce que c'est bidimensionnel, mais en carré. Je fais des petits carrés comme ça. Je ne vais pas le faire toute la patate, mais voilà, je vais découper la peau en petits carrés. Sur chacun des carrés, ce qu'on appelle le vecteur ds ici, c'est un vecteur qui pointe vers l'extérieur de la patate et dont la norme est donnée par l'aire, ici, la surface du petit élément qui est là. Donc si le petit élément fait 1 cm², la norme de ds c'est 1 cm², et ça pointe vers l'extérieur de la patate. Et j'en ai comme ça, partout. À chaque point de la peau de la patate, j'ai un ds différent. Vous pouvez réaliser ça chez vous, hein, c'est très facile. Je l'avais fait l'an dernier, là j'ai oublié de prendre le matos, mais vous prenez chez vous, hein, vous arrivez, vous prenez une patate, vous prenez un pot de cure-dent et vous mettez des cure-dents partout sur la patate, en les plantant bien verticalement à chaque fois sur la surface de la patate. Vous allez obtenir un magnifique truc qui va ressembler à ça, et chaque pic ça va être un ds. D'accord ? J'en reviens à ça là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? L'intégrale qui est ici, ça dit que la quantité qu'on pouvait calculer ici en coupant la patate en cube, on peut aussi la calculer en prenant en chaque point ici de la peau le produit scalaire de V. Je vous rappelle qu'il y a un vecteur V ici, un champ de vecteur, il y en a partout. Donc le champ, il a en particulier une valeur à chaque point de la peau de la patate. En ce point-là, en chaque point ici, on calcule le produit scalaire de V avec ds. On le met de côté, on fait ça pour tous les petits éléments et on les ajoute. Donc c'est une intégrale surfacique de V scalaire ds. Donc voilà, les mathématiciens nous disent, si vous avez l'idée saugrenue de vouloir calculer cette quantité-là, vous pouvez le faire avec une intégrale volumique, mais aussi simplement avec une intégrale de surface. Et ça, c'est vrai pour tous les champs de vecteurs. Ça a l'air de rien, on se dit, ils sont vraiment débiles ces mathématiciens, ou ils font des trucs qui servent à rien. Attendez, on va utiliser ce théorème-là dans le cas du champ électrique. Je vais écrire à la place de divergence de E ici, la quantité qui est là. Vous êtes prêts? Je remplace là-dedans divergence de E par ρ sur epsilon 0. C'est parti. Intégrale de ρ dV sur epsilon 0 sur le volume, c'est égal à... Donc V ici c'est quoi du coup? C'est E. Donc, ici j'ai remplacé V par E, donc ça c'est divergence de E. V ici c'est E. Ça c'est l'intégrale sur la surface de E scalaire ds. Ça commence à ressembler à quelque chose ça. Dans l'intégrale qui est ici, le epsilon 0 c'est une constante, je vais le sortir si vous voulez bien. Enfin, même si vous voulez pas, je le sors quand même. C'est moi qui la crée. Et ça s'écrit intégrale de ρ dv est égal à intégrale sur la surface S de E scalaire ds. Ça, comment est-ce que vous avez envie de noter ce truc, l'intégrale de ρ sur tout le volume? Ρ, je vous rappelle, c'est la charge volumique. La charge volumique, la charge par unité de volume, j'intègre sur tout le volume. Ça donne la charge totale. Tout ça, là, c'est la charge totale qui est comprise dans le volume V. Donc j'ai envie de l'appeler Q, ou Q intérieur. On va probablement tout comme ça. Quand vous avez obtenu le résultat que je vais écrire ici. Donc ce que je viens d'écrire ici, c'est Q intérieur sur epsilon 0 est égal à intégrale de E scalaire ds. Ça vous dit quelque chose, ça? Comment ça? Ah, pas du tout. Quelqu'un dit ah, pas du tout. Ça, c'est le théorème de Gauss. Donc ça vous donne une propriété super importante du champ électrique. Vous avez vu avec Damir que ça donne aussi un moyen de le calculer dans pas mal de situations. Quand vous avez des symétries notamment, en choisissant bien la surface ici. L'intégrale qui est ici se calcule bien et vous permet de trouver la forme analytique de E en fonction de R. Peu importe. Pour l'instant ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que ce théorème de Gauss, ici, il est intimement lié à l'expression qui est ici. En fait, on peut montrer que ces deux choses-là sont complètement équivalentes. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que les gens ils se sont aperçus que le champ électrique, eux, ils vérifiaient ça. Ils trouvaient ça bizarre, mais voilà, c'est ce qu'ils mesuraient, quand on fait des gens tout ça. Et d'autres ensuite sont venus et ont exprimé ça sous cette forme-là.
Donc ces deux formes-là sont équivalentes. Celle-ci, on l'appelle une forme locale. Elle est locale parce qu'elle relie vraiment des quantités qui peuvent être calculées en chaque point. En un point donné de l'espace, je peux calculer la divergence de E, et en ce point-là, je sais quelle est la charge volumique. Là, je regarde là quelle est la charge d'un petit élément de volume, et voilà. Donc ça relie deux quantités locales qui peuvent être définies en un point donné. Ça, non. Enfin, vous voyez que c'est une intégrale ici, il faut prendre une surface, et c'est quelque chose de global. Il faut faire une intégrale sur une région étendue de l'espace. Donc ça, on appelle ça une loi globale, et ça, on appelle une loi locale. Donc le but de ce qu'on fait aujourd'hui, là, du chapitre sur électricité et magnétisme, loi locale, c'est précisément ça, de transformer les lois que vous connaissez en lois de ce type-là, qui leur sont équivalentes. Vous verrez qu'avec celle-là, il y a des choses qu'on fait beaucoup plus facilement. En particulier, on peut les généraliser plus facilement que celles que vous avez. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça, c'était la première marche de notre escalier. Le théorème de Green. Vas-y, essaye de le prononcer. Gradsky. C'est lié, c'est même la même chose. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est vrai pour tout champ V, n'importe lequel. Celui de tout à l'heure, là, ce que j'ai écrit avec des 3x, y, etc., ça serait vrai là aussi. Et simplement, quand on applique ce théorème-là pour un champ qui vérifie ça, on obtient du coup cette loi-là. Mais ça, c'est beaucoup plus général. Beaucoup plus général. En hydrostatique, par exemple, il y a quand même un exemple évident, c'est que la divergence du champ des vitesses dans un fluide, ça c'est quelque chose qui est relié à l'équation de conservation qu'on peut calculer. Et ça vous permet, c'est une forme pour écrire les bilans à travers une surface fermée du fluide qui rentre et qui sort là-dedans. Donc si vous avez fait de la mécanique des fluides, vous allez utiliser cette relation-là aussi. Donc c'est bien d'être enthousiaste. J'espère que vous garderez cet enthousiasme, vous ferez effectivement la mécanique des fluides. Vous en avez fait peut-être déjà, en fait, non? On n'a pas utilisé ça. Vous n'avez pas utilisé ça? Non, pas encore. Alors, On fait des choses simples. deuxième loi locale. C'est pas 4? 3. Ah oui, j'aime ça comme ça. Ouais, c'est pareil. Donc là, on a en tout 4 marches de difficulté à passer, on en a passé 2. Il y avait la divergence, définition, quelques propriétés, pouf. Théorème de Green-Ostrogradski, poum, ça c'est fait. Là maintenant, je vais introduire le rotationnel, troisième marche, et je vais ensuite écrire un théorème qui ressemble au théorème de Green-Ostrogradski, qui fait intervenir le rotationnel. Ça sera la quatrième marche, et là, on pourra rentrer prendre l'apéro. Chacun de son côté. C'est parti. Donc là, encore une fois, je vais juste vous définir. Il y a une quantité qui fait aussi intervenir des dérivés partiels qu'on introduit en électromagnétisme, mais aussi dans d'autres disciplines, qui s'appelle le rotationnel. Cette fois-ci, il y a une petite flèche. Lui, c'est quelque chose qui va donner un vecteur. Quand on a un champ de vecteur V, ce qu'on appelle le rotationnel de V, c'est un vecteur qui a les coordonnées suivantes. C'est un peu de place parce qu'il va en falloir. Prêt? C'est d rond Vz sur d rond Y moins d rond Vy sur d rond Z. Donc lui déjà il fait un peu plus mal. Et les autres on les obtient avec des permutations circulaires, c'est-à-dire qu'ici Z est remplacé par X, Y est remplacé par Z. Et encore une permutation circulaire, X est remplacé par Y, Z par X, V, X sur des ronds Y. Vous n'avez probablement pas assez de cases mémoire pour vous rappeler de ça, moi non plus. Oui. Oui, tout à fait, donc c'est là où je veux en venir. Pour se rappeler de ça, effectivement, on peut l'écrire ça sous la forme d'un produit vectoriel. C'est un moyen mnémotechnique. Alors c'est un produit vectoriel qui fait introduire une quantité qui n'est pas vraiment un vecteur, mais je vais vous le dire tout de suite. Pour se rappeler de ça, on introduit un symbole qu'on note comme ça, nabla. Ça c'est un triangle inversé avec une flèche dessus. On utilise ce symbole-là pour le gradient aussi, mais ce n'est pas le gradient, c'est vraiment un symbole. Le mot nabla, c'est parce que c'est un triangle inversé. Vous savez ce que c'est un nabla ?
C'est un instrument de musique, hein, c'est une sorte de luth. C'est un instrument qui est vaguement triangulaire. Voilà. Et les gens qui ont inventé ce truc-là ont cherché plein de noms, et puis celui qui est resté, c'est celui-là. Ce vecteur-là, donc je l'appelle un vecteur, c'est parce que c'est un truc à 3 composantes, mais c'est un symbole qui s'écrit comme ça, d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z. Voilà. Et il n'y a rien ici, hein, c'est vraiment un symbole, c'est une dérivée, voilà, c'est un opérateur de dérivée, et on ne dit pas sur quoi ça agit. Ça, vous l'avez rencontré pour le gradient, effectivement. Quand vous utilisez le gradient d'une fonction, vous avez écrit nabla de f, pour gradient de f, parce que vous avez mis des f là-dedans, pouf, et ça donne le gradient. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Vous voyez que si je calcule ce nabla et que je fais le produit vectoriel avec v, c'est-à-dire si je fais le produit vectoriel de d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z, et que je fais le produit vectoriel avec vx, vy, vz, si je ne me suis pas trompé là-bas, ça donne effectivement la même chose. Oui, c'est le cas. Donc ça, c'est égal à ça. Donc on peut se rappeler que le rotationnel de v est donné par cette expression-là, nabla vectoriel v. Oui. Pour le gradient, Divergence. c'est pareil, c'est lambda. Ouais, je vais l'écrire juste après. Effectivement, pour la divergence, on peut aussi l'écrire avec le nabla. Donc d'abord, ça va à tout le monde, hein, la notation qui est là. Donc honnêtement, moi ça, je me rappelle jamais ça. Hein. Là, j'ai fait dans ma tête cette opération-là pour arriver à vous écrire ça en direct, mais moi je me rappelle de ça. Alors effectivement, ce nabla là, quelqu'un souligne qu'on peut aussi l'introduire avec la divergence. C'est le cas. En effet, ce qu'on a appelé tout à l'heure divergence de V, ça s'écrit aussi d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z. Scalaire, ça c'est le produit scalaire, V, c'est-à-dire dx, dy, dz. C'est-à-dire c'est nabla scalaire V. Donc si je fais le produit scalaire de nabla avec V, j'obtiens la divergence. Donc ce symbole vous permet aussi d'écrire la divergence. Le produit scalaire ici, hein, c'est au sens de ça agissant sur ça, plus ça agissant sur ça, plus ça agissant sur ça. Application bête, comme tout à l'heure. Calculer le rotationnel de, j'en sais rien, xy plus z, z3 plus 2y et x, y, z. Allez-y. Juste pour qu'aussi, encore une fois, vous mettiez dans les doigts un petit peu les différents éléments qui rentrent là-dedans. Non, on veut quoi d'abord? D rond VZ sur D rond Y. Donc on veut dériver ça par rapport à Y. Ça donne quoi? XZ. Moins la dérivée de celui-là par rapport à Z. C'est-à-dire 3Z carré. Vous avez tout ça pour le premier? Oui. Le deuxième, bon après ça devient vite pénible. Hein. Le deuxième c'est D rond VY sur D rond VX sur D rond Z, donc ça fait 1, moins D rond VZ sur D rond X, YZ. Vous avez ça aussi? Et le dernier, c'est D rond VX sur D rond Z, donc 1. Non, D rond X sur D rond Y, pareil, pardon, ça fait X, moins D rond V Y, je ne me suis pas trompé dans le sens. D rond Y. Ça fait 0 ici. 0 moins x. Vous avez tout ça? Ok. Bon. Une fois qu'on a les coordonnées, c'est pas facile à faire. Exemple intelligent. Utile. Là, vous avez peur parce que vous allez vous dire, oh là, il va nous demander de calculer le rotationnel de U sur R carré. Mais je ne suis pas comme ça. Bah si.
alors on va pas le faire. Voilà. Enfin, c'est juste parce que je veux pas qu'on passe 10 minutes à ça, mais il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vous invite vraiment à essayer de le faire, ça prend une demi-page, ça prend 10 minutes, voilà. Et vous assurez que vous savez manipuler ça, mais il suffit, comme tout à l'heure, d'écrire les coordonnées de ce vecteur-là. Ben ça, on l'a fait. On a écrit tout à l'heure les coordonnées. C'était, je vous rappelle, c'était x sur un carré, une somme de carré à la puissance 3,5. Pareil pour y, pareil pour z. Et vous calculez le rotationnel avec la formule qui était au tableau là-bas. Et vous allez trouver 0. Voilà. C'est vecteur nul, c'est-à-dire que vous allez trouver les trois composantes sont nuls. Ça se fait assez bien aussi, hein. C'est juste au lieu d'avoir une dérivée, vous en aurez deux à soustraire, mais ça se fait. Donc on trouve du coup dans ce cas-là, ça nous dit que dans le cas d'une charge ponctuelle, on a un rotationnel de E est égal à 0. Et bien, de manière générale, quel que soit le champ électrique dû à n'importe quelle charge, même si on a une distribution de charge continue avec un ρ, etc., on trouve que de manière générale, effectivement, rotationnel de E est égal à 0, entre parenthèses, en électrostatique. Je précise statique parce que ce qu'on va voir précisément dans le prochain cours, ou dans celui d'après, c'est qu'en présence d'un champ magnétique variable, il y a un terme ici qui dépend du champ magnétique. Et c'est ça qui va faire la différence entre l'électrostatique et l'électromagnétisme, justement. Et pour l'instant, donc ce que vous avez vu en électrostatique, les lois que vous avez écrites impliquent cette relation-là sur rotationnel de E. Ces deux équations-là, celle-ci et puis celle sur la divergence, ce sont les embryons de ce qu'on va appeler les équations de Maxwell. Il y en aura 4 en tout des équations de Maxwell. Il y en aura 2 sur le champ électrique et 2 sur le champ magnétique. On va vérifier rapidement. Celle sur la divergence qu'on a écrite tout à l'heure va être vraie tout le temps. Elle, on peut la prendre divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Ça va être vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celle-là, on va lui rajouter un terme ici qui dépend de B. On va le justifier. Hein. Et je vais maintenant passer à 2 autres équations qui font intervenir le champ magnétique. Avant, on va vous dire. Très bien. Je vous ai dit qu'il y avait une 4e marche là à franchir. On va le faire maintenant et comme ça on sera débarrassé. Une propriété aussi intéressante du rotationnel. 5. Théorème de Stokes. C'est un théorème qui a un petit peu la même forme que celui de Green-Ostrogradski tout à l'heure. Tout à l'heure, ça portait sur une intégrale de la divergence. Là, cette fois-ci, le théorème de Stokes, il nous dit la chose suivante. Encore une fois, hein, c'est les mathématiciens qui nous disent ça. Je ne peux pas aller chercher d'où ça vient. Ils nous disent, les mathématiciens, l'intégrale de rotationnel d'un vecteur V, quel que soit le champ de vecteur qui est ici, scalaire ds, est égal à l'intégrale sur un contour fermé. Je vais dire tout de suite ce qu'est la surface S et ce qu'est le contour fermé, de V scalaire ds. Donc cette fois-ci, on essaye de calculer, c'est plus quelque chose d'intégrale volumique, c'est une intégrale surfacique. L'intégrale ici, vous voyez qu'elle n'est pas fermée. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le rond ici, ça veut dire que c'est une intégrale sur un contour ici, ou tout à l'heure une surface qui était fermée. La peau de la patate, c'est une surface fermée parce qu'elle englobe un volume. Ici, un contour fermé, c'est un contour, un truc à une dimension, un fil qui se referme sur lui-même. Ce que dit l'expression qui est ici, c'est que, vous m'écoutez tous? Si j'ai une surface, je vais mettre de la façon suivante, la surface c'est le truc qui est ici, là. Vous imaginez une sorte de sac voilà, qui s'appuie sur un contour. Ça, c'est la surface S. Et c'est une surface qui s'appuie ici sur un contour C. Donc vous imaginez vraiment, c'est comme quand on fait une bulle, hein, vous avez un contour, vous mettez le savon, vous soufflez, vous avez la bulle qui est là, d'accord? Vous voyez bien? Ce que dit le théorème qui est ici, c'est que si j'ai l'idée saugrenue, encore une fois, de vouloir calculer sur la surface ici, l'intégrale qui est là, c'est-à-dire, je découpe ça en plein de petits carrés, sur chaque carré, je mets le ds qui va bien, donc un élément de surface, un vecteur qui est normal à la surface et dont la norme est donnée par l'aire ici du petit carré considéré. Donc j'en mets partout comme ça.
Ça va être plus compliqué qu'à faire avec la patate. Hein. Si vous mettez un cure-dent dans une bulle de savon, elle va péter. Mais bref, on l'imagine. Vous avez ici sur la bulle de savon tout un tas de... C'est L-riser, quoi. Vous avez des machins comme ça qui partent dans tous les sens. À chaque endroit ici, on fait le produit scalaire de ds avec le rotationnel de v. On imagine qu'on est capable en chaque point de calculer le rotationnel de v. C'est un vecteur. Et je fais le produit de ce vecteur avec ds. Donc imaginons que le rotationnel de v soit dans cette direction-là, ici. Ici, j'ai ds. Je fais le produit scalaire de ds avec rotationnel de v pour le petit carré qui est ici. Paf, je le garde en mémoire. Je le fais pour le carré d'après. Et je fais ça comme ça sur tout le découpage de la surface. Quand j'ai fait cette somme, c'est ce qu'on appelle l'intégrale surfacique, c'est ce qui est donné là. Les matheux nous disent, ah, pas besoin de vous embêter avec tous les cure-dents là, c'est pas la peine. Vous pouvez obtenir le même résultat en faisant une autre opération juste sur le contour qui est ici. C'est un truc de fou ça quand même, hein. C'est quelque chose qui fait intervenir tous les vecteurs partout là. Et ben non, en fait, on peut se contenter de connaître les propriétés du champ ici. Quelle propriété du champ on peut faire? En plus, le calcul est même beaucoup plus simple. Ici, on n'a pas de rotationnel à calculer. Il suffit de prendre en chaque point ici le vecteur v, imaginons qu'il soit comme ça, puis là comme ça, etc. Vous en avez partout. De calculer le produit scalaire de v avec un vecteur dl. Ce qu'on appelle vecteur dl, c'est le vecteur qui suit le contour ici. Donc on découpe en fait le contour en plein de petits bouts de longueur dl. C'est le moment où il ne faut pas décrocher en fait. Là c'est absolument sûr que vous n'avez rien compris. Vous pouvez même sortir à la limite. Hein. Ça ne sert à rien que je fasse du bruit, je vous dérange probablement dans le bruit que vous êtes en train de faire. Donc, en plus moi ça me dérange, donc arrêtez. Donc je reprends. Le produit scalaire de V avec dl, donc on met le vecteur V partout sur le contour. On découpe le contour en plein d'éléments dl, et on fait le produit scalaire ici de V avec dl en cet endroit-là, puis on fait le suivant, puis le suivant, puis le suivant, et puis on fait la somme. Ce calcul-là est généralement plus simple à faire. On n'a pas de rotationnel à calculer, et on a juste à découper un contour en plein de petits bouts, plutôt qu'une surface en plein de petits éléments. Donc les mathématiciens nous disent que ces deux opérations-là sont identiques. Voilà. Si on applique maintenant ce résultat-là au cas du champ électrique, qu'est-ce que ça nous dit ça? Rotationnel de E, je viens de dire que ça valait combien pour le champ électrique? 0. Donc l'intégrale de 0, ben là c'est vite vu. Hein. Partout, sur le contour ici, si je veux faire l'intégrale, je multiplie 0 par ds, donc ça fait 0. À la fin, ça va faire 0. L'intégrale ici, elle fait 0. Okay. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben parce que 0, du coup, c'est aussi égal à cette quantité-là. L'intégrale de E scalaire dl sur le contour. Ça porte un nom, cette quantité-là, l'intégrale de E sur dl. Ah merde, c'est ça. C'est la circulation. Oui, ça s'appelle la circulation. Ça, c'est la circulation de E. Sur le contour. Ben voilà, ça vous dit que le contour, la circulation de E sur n'importe quel contour est nulle. Ça, c'est une propriété aussi importante du champ électrique. Elle est nulle. On a franchi les 4 marches. Maintenant, c'est du plat. Pendant 10 minutes, un quart d'heure. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'analogue de tout ça avec le champ magnétique. Je vais beaucoup moins rentrer dans le détail. Donc, je viens de vous dire, pour le champ électrique, les propriétés que vous avez vues pour le champ électrique se manifestent par deux lois. Divergence de E égale à ρ sur epsilon 0, je vais d'ailleurs les réécrire. Et rotationnel de E est égal à 0. Ce qu'on vient de voir ici, divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0, et rotationnel de E est égal à 0. Je vais maintenant écrire deux lois similaires pour le champ magnétique. Ça va s'appeler petit 6, champ magnétique. Alors avant d'écrire ces lois, les lois locales qui correspondent au champ magnétique, je vais vous demander de me dire ce que c'est qu'un champ magnétique. Tout à l'heure je vous ai dit, le champ électrique ça se manifeste de la façon suivante, je prends une charge électrique, je la place là et elle se met en mouvement sous l'action d'un champ électrique. Comment est-ce que je pourrais savoir s'il y a un champ magnétique dans cette pièce? Avec un aimant? Qu'est-ce que j'en fais? Une boussole, donc un petit aimant, et qu'est-ce que j'en fais? On la déplace, on regarde comment elle varie.
Alors si tu as un champ magnétique, ça ne veut pas dire que la boussole va se déplacer ici. Le nord, il est par là-bas, probablement. Donc la boussole, elle va être comme ça. Si je déplace la boussole, elle va rester dans la même direction. Ce qu'il faut, c'est tourner la boussole en un point donné. Si la boussole, elle est comme ça, vous la tournez. S'il y a un champ magnétique, comme ça, elle va se remettre dans la bonne direction. Donc effectivement, une boussole, c'est une bonne manière. Alors il se trouve que c'est un petit peu compliqué une boussole. Quand on essaye de voir comment c'est fait dedans, pourquoi est-ce que c'est dévié par un champ magnétique, c'est un peu complexe. C'est une manière beaucoup plus simple, du moins en théorie, de déceler la présence d'un champ magnétique. C'est d'utiliser la force sur une charge électrique. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'un champ magnétique agit sur une charge électrique? Qui a dit quoi? Vas-y. J'ai pas entendu. Donc c'est comme le champ électrique finalement. Si j'ai une charge électrique qui est là, qui a un champ magnétique, la charge électrique va se mettre en mouvement. Non, ça c'est pas vrai. Bah, c'est lié à la vitesse de la particule. La force magnétique, elle est donnée par QV vectoriel B. Oh putain, c'est Lorenz. Donc ça veut dire que si vous avez une charge qui a une certaine vitesse, elle va subir une force transversale. Elle va être mise en mouvement sur le côté. Donc s'il y a un champ magnétique qui est dans cette direction-là, par exemple, vous avez une charge positive que vous envoyez comme ça, elle va se mettre à tourner. Elle va être déviée comme ça par le champ magnétique. Il faut qu'elle ait une vitesse initiale. C'est la différence avec le champ électrique. Donc si vous avez une charge immobile et un champ magnétique, elle va rester immobile. La charge V égale 0, donc F égale 0, elle reste immobile. Si par contre vous la mettez en mouvement avec le Dirichlet, là elle va se mettre à tourner. Bon. Le champ électrique ici, il y a des manières aussi de le calculer. C'est un petit peu plus compliqué que la force de Coulomb, mais on peut calculer, et que l'expression qui donne E en fonction de R, mais on peut aussi calculer B. Je ne vais pas y revenir dessus, puisque nous, on ne va pas prendre cette approche-là. Je vais vous écrire maintenant deux relations que vérifie B, qui sont analogues à celle-là. B vérifie une relation qui est analogue à celle-là, qui serait divergence de B, qui est égale à quelque chose qui serait l'analogue des charges magnétiques. Il se trouve que dans l'univers, il n'y a pas de charge magnétique. Tout ce qui existe, c'est des dipôles. Quand vous prenez un aimant, vous avez un pôle nord, un pôle sud, on appelle ça comme ça. Vous cassez l'aimant, vous ne vous retrouvez pas avec un truc nord et un truc sud. Vous vous retrouvez avec deux aimants qui ont chacun un pôle nord, un pôle sud. Donc les pôles ils vont toujours par deux pour un aimant. Donc on n'a pas l'équivalent de la charge électrique pour le champ magnétique, quelque chose qu'on pourrait isoler et qui serait toujours positif ou toujours négatif. Ça veut dire qu'ici on a 0 en fait. La divergence de B, elle est toujours nulle. Donc, je ne prétends pas vous avoir convaincu avec la petite explication que j'ai donnée, c'est juste pour essayer de le justifier un peu. Et la raison, elle en est vraiment beaucoup plus profonde que ça, et ça demanderait beaucoup plus de temps pour le démontrer. Mais voilà, en fait, c'est même une hypothèse qu'on peut faire dès le départ. La divergence de B est égale à 0, et tous les faits expérimentaux sont en accord avec ça. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les deux lois, ici, celle-là, on allait la garder dans toute la suite du cours parce qu'elle est vraie. Celle-ci, on allait lui ajouter un truc. Celle-là, on va la garder aussi. Divergence de B, c'est toujours nul. Ça sera toujours vrai. Ça, c'est une bonne fois pour toutes, c'est des lois qui sont vraies dans tous les cas. B vérifie aussi à une autre équation dans le cas magnétostatique, dans le cas que vous avez un petit peu étudié avec Damir. Rotationnel de B, c'est donné cette fois-ci non pas par 0, mais ici on a mu0 fois J, où mu0 c'est une constante qui caractérise les propriétés magnétiques. Et J, c'est ce qu'on appelle la densité de courant. Donc ça, je ne suis pas sûr que vous ayez vu cette notion-là. Je vais juste maintenant vous expliquer ce que c'est. Vous l'avez vu, J, densité de courant, ça vous dit quelque chose? Oui. Donc si j'ai une surface ds comme ça, et puis une charge qui est en train de traverser la surface, qu'on appelle densité de courant ici, c'est la quantité telle que la charge dQ traverse la surface pendant un élément dt, c'est donné par J scalaire ds. C'est une sorte de débit, si vous voulez, c'est un débit de charge, c'est la quantité de charge par unité de temps qui traverse une unité de surface. Le produit scalaire ici prend en compte le fait que si vous avez une surface donnée, imaginez de l'eau, hein, c'est un bon exemple, un bon truc à se mettre en tête. Si vous avez de l'eau qui passe avec un courant comme ça, vous avez plein d'eau qui va passer. Si vous envoyez le courant de travers comme ça, il y a beaucoup moins d'eau qui va passer, simplement à cause du facteur géométrique d'inclinaison. Donc le produit scalaire de J avec ds, pardon, que je n'ai pas tracé ici. J'ai mis ds comme si ça c'était un vecteur, mais ça c'est la surface elle-même. Le vecteur ds ici, qui est la normale du petit
petit élément de surface qui est là, donc le J scalaire ds, vous donne l'élément de charge diffus sur dp. Et ça, c'est ce qu'on nomme DI en fait. DI, c'est l'élément de courant différentiel, le courant élémentaire, voilà, qui passe à travers cette surface-là, est donné par J scalaire ds. Donc, quand on a des charges qui sont en train de se déplacer, ça donne ici un rotationnel de B qui n'est pas nul. Donc, on va presque s'arrêter là. Je vais juste, voilà, très bien, il reste 10 minutes, donc on aura même peut-être terminé un petit peu avant. Mais par contre, restez avec moi pendant 10 minutes, ok? Enfin, dans votre tête aussi, je veux dire. Là, évidemment, mais... Comme ça, bon, ça a peut-être duré un quart d'heure cette fois. Je vais appliquer, comme tout à l'heure, le théorème de Green-Ostrowski et de Stokes avec les quantités qui sont là. Vous allez voir que c'est vraiment très, très simple, puisque je reprends le théorème de Green-Ostrowski qui me dit que l'intégrale triple divergence de B, c'est-à-dire 0, pardon, c'est un dV ici, donc ici, ça, j'ai dit que ça valait 0, donc ça vaut 0, et ça, c'est égal à l'intégrale sur une surface fermée de B scalaire ds. Donc le théorème de Green-Ostrowski vous dit que le flux de B à travers une surface fermée est forcément nul. Ça, c'est une propriété que vous avez dû voir aussi. C'est une propriété qui est vraiment super importante en pratique pour calculer les champs magnétiques et pour calculer ce qu'on appelle les flux. Ce qu'on appelle le flux de B, si vous avez une surface ici qui s'appuie sur un contour comme tout à l'heure, vous avez un contour et puis vous avez une surface comme tout à l'heure. Ce qu'on appelle le flux de B à travers la surface, c'est l'intégrale, je vais le noter ici. Le flux, c'est l'intégrale de B, scalaire ds, sur la surface qui est ici, là. Donc ça, c'est le flux de B à travers la surface. Le fait que cette quantité-là soit égale à 0, donc l'intégrale sur une surface fermée, ça permet de faire un truc super malin. La surface qui est ici, je vais la fermer, en faire une surface fermée en ajoutant une autre surface là, de l'autre côté. Donc une autre bulle de savon qui s'appuie de l'autre côté. J'obtiens en tout ici une surface fermée. Le théorème qui est ici me dit que l'intégrale de B sur toute la surface vaut 0. Donc l'intégrale de B surface X sur tout ça, ça vaut 0. L'intégrale, je la sépare en deux. J'ai une partie qui est l'intégrale sur cette surface-là, donc le flux qui est ici, l'autre partie qui est égale à l'intégrale sur cette partie-là, ce qui est le flux à travers cette autre surface. À partir de ça, vous apercevez que ça implique, donc si la somme fait 0, ça veut dire que les deux flux sont opposés. Donc le flux de B à travers cette surface-là est égal à l'opposé du flux de B sur cette surface-là. Si vous, donc dans le calcul du flux qui était ici, vous aviez orienté les surfaces, vous avez orienté les normales de cette façon-là, hein, c'est les hérissons et les cure-dents de tout à l'heure, là. Pour celui-là, vous l'aviez orienté dans cette direction-là, parce qu'on veut que sur la surface fermée, ça soit que des normales extérieures. Donc vous voyez qu'ici, sur cette surface-là, vous avez orienté les normales de façon opposée à celle-là. Vous voyez qu'ici, les normales, elles vont toutes par là, alors que sur cette surface-là, elles vont toutes par là-bas. Donc imaginez que je ramène ces deux surfaces ici, je les déforme continuellement, celle-là se rapproche un peu est quasiment plate sur le contour, celle-là est quasiment plate aussi. Sur la surface blanche ici, vous avez tous les pics qui vont par là-bas, sur la surface rouge, vous avez tous les pics qui vont par là-bas. Elles sont orientées de façon opposée, ces deux surfaces. Donc de dire que le flux sur celle-là est égal à moins le flux sur celle-là, ça veut dire que si sur la surface rouge, j'avais orienté les normales de la même façon que sur la blanche, j'aurais obtenu le même flux. Le flux de B à travers cette surface blanche ici est égal au flux sur la surface rouge si j'oriente les normales de la même façon. Dit autrement, le flux est le même, quelle que soit la surface qui s'appuie sur le contour qui est ici. Si vous avez un contour et que vous mettez une surface de flux, une surface dessus, le flux de B à travers cette surface ne dépend pas de la surface que vous avez choisie. Donc c'est vraiment une propriété, ça, simplement du contour qui est ici. Je suis allé un petit peu vite là, j'y reviendrai sur ça, on aura l'occasion d'utiliser cette propriété un petit peu plus tard. Mais gardez-la en tête. Dernière chose que je veux dire, ça c'est l'utilisation de Green-Ostrowski. Maintenant, si j'utilise l'autre théorème, celui de Stokes, ça vous dit que l'intégrale sur une surface
qui n'est pas fermée, pardon, l'intégrale sur une surface de rotationnel de B fois ds. Ça, j'ai dit que c'était égal à l'intégrale sur un contour de B scalaire dl. Bon, ça, je vous ai dit que B vérifiait que rotationnel de B c'était mu0 fois J. Je mets mu0 en facteur, j'ai mu0 intégrale de J ds est égal à l'intégrale de B dl sur le contour fermé. Ça c'est un contour et ça c'est une surface qui s'appuie sur ce contour. L'intégrale JDS qui est ici, ça c'est quelque chose qu'on a écrit tout à l'heure par définition de J. Je vous ai dit tout à l'heure que J scalaire ds c'était DI, c'était le courant élémentaire. Donc si j'intègre tout ça sur la surface, l'intégrale qui est ici c'est le courant qui passe à travers le contour. Donc, à travers la surface S qui s'appuie sur le contour. Donc tout ça là, ça c'est I. C'est le courant donc, qui traverse la surface S qui s'appuie sur le contour C. Donc la loi qui est ici, elle s'écrit d'une manière très simple. Ça s'écrit simplement l'intégrale de B dl, c'est-à-dire la circulation de B sur le contour, c'est égal à mu0 I. Ça, je pense que vous l'avez vu aussi cette expression. Ça s'appelle le théorème d'Ampère. Ça permet aussi, quand on a des symétries, quand on choisit correctement C, des symétries qui vont bien, de calculer B dans certains cas. Je vais m'arrêter ici, sur ce cours. On a encore quelques minutes, mais c'est pas grave, je vais sortir plus tôt. Donc, je suis conscient, hein, quand je vous l'ai dit au début, je le redis une dernière fois, que ça peut paraître technique, etc. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai demandé d'admettre. À deux moments, je vous ai sorti des théorèmes, blam, genre, ouais, mais c'est les mathématiciens qui disent ça, on leur fait confiance. Ça peut ne pas vous satisfaire, moi non plus, hein, j'aimerais bien avoir plus de temps pour essayer de rentrer là-dedans, mais on l'a pas eu. Si vous me faites confiance et vous faites confiance aux mathématiciens pour leurs théorèmes, le reste, ça s'articule quand même assez bien. Donc, pour la prochaine fois, je vous invite vraiment à aller revoir ça et venir en ayant revu un petit peu tout ça et en sachant ce que c'est qu'une divergence et un rotationnel. Ça marche ?